L'information n'a pas été confirmée par une source gouvernementale et pourtant elle circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Un cas de coronavirus, un cas suspect serait interné à l'hôpital Tengango depuis hier. Selon nos informations, il y aurait des analyses en cours. La question a été posée au ministre de la Communication au cours d'une conférence de presse ce matin. Vous entendrez sa réponse, une situation qui pose la question de l'efficacité du système, du dispositif de la surveillance sanitaire mis en place par les autorités burkinabées. Nous allons y revenir dans ce journal. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale qui dresse le bilan de l'impact de la sécurité sur l'école burkinabé. Des centaines d'élèves et de professeurs qui ne font plus cours et qui sont privés d'école. Il revient notamment aussi sur l'état de lieu de l'application des accords signés avec les organisations syndicales de l'éducation. Tout cela tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'information fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin. Un cas suspect de coronavirus, un ressortissant chinois, serait interné au CHU Tengango depuis hier. La question, c'est est-ce que l'information est avérée? Elle a été posée au ministre de la Communication au cours d'une conférence de presse du gouvernement. Remis Fulgence Danguinou qui ne dément pas clairement l'information, mais il ne la confirme pas non plus. Je vous propose de l'écouter. Ce qui concerne un cas suspect, il faut que nous restions très pondérés dans cette situation-là. Il y a peut-être des situations que le ministère de la Santé gère, mais il ne s'agit pas de créer la panique par-ci, par-là. Et lorsque le ministère de la Santé verra que s'il y a un cas qui est suspect, ils vont communiquer là-dessus. Vous avez des sources certainement bien introduites. Et il faut faire donc attention à ne pas relayer des informations qui peuvent être des éléments de panique dans la population, alors que pour l'instant, ceux qui sont en charge de la question, il y a des réunions qui sont tenues, et à ce titre-là même le service d'information du gouvernement y participe, entre l'OMS et le ministère de la Santé pour faire des évaluations et à un moment opportun, s'il y a nécessité de faire un message, ils le feront. Voilà, et bien, selon des sources d'informations bien introduites et très sûres, il y aurait bel et bien un cas suspect de coronavirus, un ressortissant chinois interné au CHU Tengango. Les prélèvements ont été faits, ils sont en analyse en ce moment à Dakar et à Bobo-Dioulasso. Les résultats seront bientôt disponibles. C'est ce qu'on peut dire sur cette affaire. Cette situation de confusion amène à s'interroger notamment sur l'efficacité du système de prévention de la contagion malgré les mesures prises par le gouvernement. C'est ce que nous dit cet élément que je vous propose de suivre. Aéroport international de Ouagadougou, le 27 janvier dernier. La presse est convoquée pour constater le dispositif de surveillance sanitaire mis en place par le ministère de la Santé pour prévenir toute contagion du coronavirus. La panoplie est là. Le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, les caméras thermiques pour identifier les fortes températures suspectes et même l'ambulance présente 24 heures sur 24, plus une équipe de mise en quarantaine toujours mobilisée. On le voit, le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour prévenir autant que possible l'entrée du coronavirus sur le territoire burkinabé. Toutefois, il demeure des interrogations sur l'efficacité du dispositif. Les questions sont les suivantes. Les passagers en provenance spécifiquement de la Chine sont-ils clairement identifiés? Quelles dispositions particulières sont prises à leur entrée sur le territoire burkinabé? Sont-ils confinés ou pas? En attendant que les 14 jours qu'il faut pour détecter la maladie au début de l'infection soient épuisés. Des questions qui restent sans réponse pour l'instant. Dans certains pays africains déjà, comme le Sénégal ou le Congo, les voyages à destination de la Chine ont été même annulés. La rumeur du cas suspect de coronavirus qui a fait le tour des réseaux sociaux ce 6 janvier amènera-t-elle le gouvernement à élever le niveau de surveillance?
Et voilà ce qu'on peut dire ce soir sur le cas suspect de coronavirus au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On revient maintenant sur la conférence de presse du gouvernement qui a eu lieu ce matin, je vous le disais, une conférence de presse consacrée largement au secteur de l'éducation. Stanislas Ouaro a dressé le bilan de l'impact de la situation sécuritaire sur l'école burkinabé. Les chiffres sont éloquents. Plus de 300 000 élèves et plus de 10 000 enseignants privés d'école. Des détails avec Rémi Lambert-Nébier. Plus de 2400 établissements scolaires sont fermés à ce jour, dont 623 endommagés, annonce le ministre en charge de l'Éducation nationale. Cette situation due à la crise sécuritaire affecte plus de 325 000 élèves et plus de 10 000 enseignants. À l'échelle territoriale, la crise aura déjà interrompu ou perturbé le cours normal d'une année scolaire dans 8 régions du pays. La crise sécuritaire persiste et continue d'affecter le système éducatif dans 6 régions que sont la Boucle du Moun, le Nord, le Sahel, l'Est, le Centre-Nord, le Centre-Est. Et elle s'étend à d'autres régions que sont le Centre-Sud et les Cascades, où pour ces 2 régions, on avait enregistré des établissements fermés, mais tous ont réouvert, sauf une école qui est toujours fermée dans la région du Centre-Sud. Nous enregistrons au stade actuel 27 communes où tous les établissements scolaires sont fermés. 54 communes où une partie des établissements scolaires est fermée, avec une quinzaine ou plus de la moitié des établissements fermés. Le ministère annonce cependant avoir réussi à réouvrir à la date du 30 janvier 2020 824 établissements scolaires. Pour parer désormais aux situations urgentes, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de la création d'un fonds d'urgence. En outre, un redéploiement du matériel des écoles fermées dans les zones stables devra être opéré. Certaines de nos vivres servent de nourriture pour les terroristes, parce qu'actuellement, il y a des actions d'agression des magasins de cantines scolaires dans certaines zones. Et aussi, nous constatons dans certaines communes d'accueil des personnes déplacées, donc des élèves déplacés, qu'au regard des effectifs, certains élèves sont assis à même le sol, alors que nous avons du matériel didactique, nous avons des équipements dans certaines écoles entièrement fermées. Et donc, cette recommandation a été formulée pour qu'ensemble, nous puissions travailler à l'enlèvement et à leur immatriculation de façon à ce que, dès que la situation le permet, que ce matériel puisse être rétrocédé à ces structures. À ces mesures prises lors d'un conseil de cabinet élargi s'ajoute la décision du retrait des ressources déjà transférées aux communes où toutes les écoles sont fermées. Parce que l'arrêté de transfert a été signé et dans cet arrêté de transfert, nous transférons des ressources à des communes où tout est fermé, et donc ces ressources devraient servir à d'autres communes d'accueil. Nous allons retirer ces ressources-là pour les mettre à disposition d'autres communes qui accueillent ces élèves-là, de façon à ce que tous ces élèves puissent bénéficier de ces fonds transférés, qui sont des fonds transférés pour leur éducation. Le ministère de l'Éducation nationale veut aussi participer à l'effort de guerre. Une campagne de collecte de fonds est lancée à partir de ce 6 février afin d'acheter du matériel logistique au profit des forces de défense et de sécurité. Selon le ministre de tutelle, elle est volontaire et concerne aussi bien l'élève et l'enseignant que tout le personnel de son département. Et on reste avec le ministre de l'Éducation nationale. Stanislas Ouaro donne cette fois-ci des précisions sur l'état d'application du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les organisations syndicales du secteur de l'éducation. On parle de l'apurement du passif sur les indemnités de logement et autres primes, sans oublier le fameux cas du statut valorisant. On écoute Stanislas Ouaro. Pour ce qui est du statut valorisant, qui est maintenant un statut particulier, il faut dire que dans le cadre de la loi 081, il est prévu donc l'adoption d'un répertoire interministériel des métiers de l'État. Et ce répertoire interministériel des métiers de l'État que nous appelons RIM a été adopté autour du 17, en tout cas c'est courant octobre 2019. Et à la suite de cela maintenant, il fallait adapter ce statut valorisant-là aux dispositions du RIM. Nous avons donc mis en forme
Et ce statut a été déposé, parce qu'on ne dépose pas aussi le statut comme ça. Il faut faire une évaluation financière de la mise en œuvre. Et cette évaluation financière fait ressortir une mise en œuvre qui va coûter un peu plus de 57 milliards à l'État. Donc nous avons préparé tous ces documents. Et il y a eu des questions spécifiques qui sont apparues au niveau du ministère de la fonction publique, pas des techniciens du ministre, parce qu'avant d'introduire, le ministre de la fonction publique demande encore l'avis de ces techniciens. Et le directeur général de la fonction publique, qui est nouveau, qui n'avait pas participé aux discussions, a levé un certain nombre d'inquiétudes, mais qui ne sont pas des inquiétudes parce que c'est des éléments sur lesquels le gouvernement s'était accordé avec les partenaires sociaux. Et donc, après ces échanges, le ministre de la fonction publique a introduit auprès du secrétaire général du gouvernement le 21 janvier ce statut-là. Il va être programmé, je ne peux pas donner la date puisque ce n'est pas moi qui programme, c'est le président du FATO et son premier ministre qui programme donc les documents. Je vous avais dit que pour le traitement des actes, ça avait été déposé en début janvier. Et donc, c'est en cours et ça va se faire. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas lié aux menaces de 2 semaines ou autres. Nous travaillons sereinement, mais nous sommes conscients que la mise en œuvre de ces éléments aura un impact positif et doit avoir un impact sur la qualité du système. Maintenant, il appartient à la partie syndicale qui a effectivement fait un point de presse et qui a donné 2 semaines d'apprécier ce qui se fait et de pouvoir tirer des conclusions. Tout autre chose, ces accusations portées contre l'homme d'affaires Inoussa Kanazoe, elles viennent de 2 associations auxquelles est affiliée sa société Canis Logistique. Ces dernières accusent l'homme d'affaires et sa société de faire de la concurrence déloyale dans la gestion du minerai au Burkina. Plus d'explications dans cette conférence de presse organisée par l'accusation Arsène Koditamde. L'Alliance burkinabé des chargeurs et transporteurs et le groupement des transporteurs de minerais du Burkina vont debout contre ce qu'ils appellent la concurrence déloyale imposée par Inoussa Kanazoe. L'homme d'affaires, à travers sa société Canis Logistique, s'adonnerait à un dumping en signant des contrats au rabais pour le transport du concentré de zinc produit par la société minière Nantou Mining. Le tarif était à pratiquement 30 000 francs la tonne. Il fait une offre à la mine à 24 000 francs, dans le seul dessein funeste de s'accaparer des parts du marché qui nous reviennent, nous petits acteurs du transport. Il n'a pas vraiment besoin de faire cela. Mais comme ce sont des gens qui brillent par une certaine boulimie financière, ils n'ont aucun sentiment, ils font les choses à leur tête. Ces agissements sont vus par les conférenciers comme étant un abus de position dominante, une pratique punie par la loi portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. Et les plus touchés par cette situation ne sont autres que les petits transporteurs qui broient actuellement du noir. Tous les transporteurs effectivement qui sont redevables aux banques, qui ne sont plus en mesure de travailler sous le tarif de 24 000, ils sont tous à l'arrêt. Et bonjour maintenant les dégâts. Beaucoup ont donné comme sûreté, comme garantie leur domicile. Aujourd'hui, ils sont tous dans des procédures avec les banques par le simple fait d'un individu. Il n'est pas obligé de faire cela. Les 2 organisations disent être ouvertes au dialogue et appellent le gouvernement à prendre rapidement ses responsabilités. Une assemblée générale est en perspective et elle décidera de la suite à donner à cette affaire. En attendant, le Conseil national du patronat burkinabé et la Chambre de commerce et d'industrie vont être saisis. Les premiers résultats de l'opération d'identification lancée par l'ONU sont perceptibles. 1250 ressortissants de la commune de Fara, nous sommes dans la région de la Boucle du Moun, détiennent maintenant depuis le 1er février chacun leur carte nationale d'identité burkinabé. Et c'est une cérémonie officielle qui a été organisée pour symboliser la remise du précieux sésame à ces populations. Hachimed Boy. 1250 cartes nationales d'identité burkinabé remises officiellement aux populations de la commune de Fara dans la province des Balais. Une initiative subventionnée par le ministre en charge de l'économie, Lassane Kaboré. Chers parents, disposer d'une pièce d'identité est un acte civique et patriotique. Les de la CIN seront là pour les opérations d'enrôlement. Vous devrez sortir massivement pour vous inscrire sur les listes électorales. La commune de Fara compte 25 villages. Malgré cet élan de solidarité du ministre en charge de l'économie, la demande en document d'identité reste toujours forte. C'est pourquoi
En marge de cette cérémonie, une nouvelle opération d'établissement de 2000 CNIB a été lancée. Un geste salué par le premier responsable de la commune. Premièrement, de faciliter l'accès à un document qui est essentiel à l'affirmation de la citoyenneté burkinabé. C'est le lieu pour moi de remercier Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Monsieur Lassane Kamoré. Les organisateurs de l'événement ont aussi saisi l'occasion pour lancer un appel à contribution. Un appel qui a permis de mobiliser des ressources pour l'établissement de 100 CNIB, portant donc à 4 350 le nombre total des subventions. Le comité de l'appel de Manega progresse dans sa mission de sensibiliser les populations à la cohésion sociale. Il vient de dresser sa feuille de route pour la réconciliation nationale. 10 recommandations, parmi lesquelles le panel des sages prône le retour des exilés et un dialogue inter-burkinabé à travers un forum. Magid Bakoua. 10 axes clés sont contenus dans cette feuille de route. Une feuille de route qui prône les valeurs de pardon, de tolérance et de paix. Dans ce document, le panel des sages recommande le retour des exilés politiques pour une réconciliation nationale. La question est toujours d'actualité. Les sages ont aussi recommandé que l'État prenne des mesures favorables pour permettre à ces exilés politiques-là de revenir au pays et de participer à la dynamique de réconciliation nationale. Et à ces exilés aussi, leur a été demandé de faire donc une demande expresse adressée aux autorités du pays, bien sûr, de manifester leur intérêt, de revenir au pays et peut-être de manifester, d'exprimer peut-être les problèmes qui sont liés à... Donc voilà un peu ce qui concerne un peu cette feuille de route. Pour les conférenciers du jour, les acteurs de l'insurrection populaire de 2014 et les putschistes de 2015 qui ont commis des actes de violence doivent reconnaître leur tort et s'excuser auprès de la nation. La contrition, bien sûr, qui concerne les acteurs de l'insurrection populaire et aussi les acteurs de l'initiative de modification de l'article 37. Parce que la conjugaison de leurs actes a posé un grand tort, un grand préjudice à la société et qu'il faut réparer ces préjudices-là. Et nous faut donc leur demander de faire acte de contribution publique, chacun à sa manière, selon sa conscience. Les anciens prônent également le dialogue direct inter-burkinabé qui sera concrétisé par un forum de réconciliation inclusive. La feuille de route a recommandé un forum de réconciliation nationale qui soit inclusif, lequel forum va impliquer, bien entendu, les exilés politiques et autres. Donc un forum qui prend tout le monde en compte. Pour qu'en fait ce soit un forum pour un nouveau départ au Burkina, pour résoudre les problèmes, pour qu'on soit unis, unis face donc à l'adversité, face aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que dans la division, parce que dans l'hostilité, l'adversité, les incompréhensions, on ne peut pas faire face à aucun enjeu. Donc la question d'enjeu est donc primordiale et les sages ont tenu à ce qu'il y ait ce forum-là qui prenne donc toutes les sensibilités en compte. Dans les jours à venir, le panel des anciens et des personnalités pour la paix et la réconciliation va rencontrer les acteurs cibles pour faire la promotion du document. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de prêt signé entre le ministre en charge de la jeunesse et le Fonds Khalifa de développement des Émirats arabes unis, un fonds destiné notamment à financer les PME, les jeunes entrepreneurs. Arsène Konditamde. Le ministre en charge de la jeunesse signe avec le Fonds Khalifa de développement un accord cadre de prêt portant sur environ 6 milliards de francs CFA. Ce prêt va servir à mettre en place des crédits au profit des promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises de jeunes âgés de 18 à 45 ans. 45% de ces fonds vont être réservés aux entreprises en création et 55% aux entreprises en extension. Alors c'est une satisfaction et cela a démarré donc avec la visite de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré aux Émirats arabes unis où il a effectivement donc échangé sur la possibilité de renforcer donc l'employabilité, de renforcer l'autonomisation donc des jeunes au Burkina Faso. Et c'est comme je l'ai dit, c'est une suite et un pas vers donc la mise en œuvre donc de ce projet-là. Et nous en sommes très fiers. Ce projet doit couvrir les 13 régions du Burkina Faso. 50% des fonds doivent obligatoirement revenir aux jeunes garçons et 50% aux jeunes femmes de plus de 45 ans.
Le fonds Khalifa, basé à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, dit vouloir par ce prêt participer au développement d'un écosystème des affaires compétitif au Burkina Faso. Et son Altesse royale m'a instruit de venir ce matin pour signer cet accord de 10 millions de dollars avec le ministère de la Jeunesse. Et cette somme va donc dans des projets dédiés à la jeunesse et aux femmes et pour la création d'emplois. Nous sommes là donc pour renforcer les capacités de la jeunesse, venir en aide au Burkina Faso et à sa jeunesse pour qu'ils puissent entreprendre et continuer le travail de développement. Ce prêt accordé à un taux de 2% est remboursable sur 22 ans avec un différé d'amortissement de 5 ans. 2 millions de dollars vont être déboursés chaque année pendant 5 ans, permettant de financer 7 307 projets et de créer 20 573 emplois. Tous les acteurs du projet multisectoriel intégré de résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle Pro-Myriam se sont réunis le 30 janvier dernier. Il était question pour eux de faire le bilan de ce projet dans sa mise en œuvre dans les provinces septentrionales de la boucle du Moun. Surtout Justin Dabiré. Plus de 2 ans après sa mise en œuvre, le projet multisectoriel intégré de résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle Primo-Orient dresse un bilan positif de ses actions sur le terrain. 9 611 ménages ont bénéficié de moyens d'existence, 1 600 de filets sociaux, 37 467 ménages ont bénéficié des activités de gouvernance et de réduction des risques et 138 692 ménages ont bénéficié directement des activités nutrition WICH. Comparativement à l'évaluation qui a été menée au démarrage du projet, on voit vraiment qu'il y a un changement en termes de score de diversité alimentaire, en termes de score de consommation alimentaire et même en termes d'augmentation des revenus de ménages. Et sur la base aussi des résultats des enquêtes SMART, si on regarde, et on peut quand même voir qu'il y a eu aussi diminution des taux de malnutrition, que ce soit la malnutrition aiguë globale et la malnutrition aiguë chronique. Le projet multisectoriel intégré de résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les provinces septentrionales de la boucle du Moun a apporté un réel changement pour les populations bénéficiaires. Nous apprécions le projet à sa juste valeur. Voilà, donc ça a été un bon projet pour nous. Le niveau de vie des bénéficiaires a nettement changé. Voilà, donc avec les multiples actions qu'ils ont menées, je prends l'exemple de la distribution des volailles et les moutons qu'on a eu à donner aux populations. Il y a ces semences améliorées qu'on a eu à leur donner. Ils ont expérimenté, vraiment, les rendements se sont accrus. Le Primo-Orient a rencontré d'énormes difficultés dans sa réalisation selon le coordinateur du consortium. Et l'une des difficultés majeures rencontrées par le projet dans sa zone d'intervention est la question sécuritaire. Difficultés liées à l'accès physique dans des zones d'intervention et l'accès sécuritaire. L'accès physique, il y a des zones de village, comme vous le savez, les ménages vulnérables sont un peu très loin de la ville. Et on avait le mandat d'aller chercher les ménages vulnérables qui ont besoin de notre intervention. Et pour y accéder, il y a des jours où on est arrivé dans des zones où il a plu, il fallait chercher des pirogues pour accéder à des zones. Et de cela, il s'est ajouté la difficulté alliée avec la sécurité. Cet atelier bilan a regroupé plus de 70 acteurs touchés par le projet. Les acteurs bénéficiaires du projet ainsi que les autorités locales sont invités à la pérennisation des actions mises en place durant le projet. Le projet multisectoriel intégré de résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle Primo-Orient a débuté en mai 2017 et a pris fin en janvier 2020. Il vise à renforcer durablement la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la boucle du Moun à travers un meilleur traitement de ces causes multidimensionnelles. Ils se sont distingués dans des secteurs tels que le sport, la culture ou encore l'art. Dans la région de la boucle du Moun, eh bien, ils ont été récompensés au cours d'une nuit des trophées. Et c'est dans le cadre de la clôture de la première édition de la semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale, Siko Bobo Damé. Ibrahim Compaoré, surtout Justin Dabiré pour le reportage.
Une nuit de l'intégration pour promouvoir les valeurs culturelles des communautés vivant à Bobo-Dioulasso. Des prestations de danse des communautés vivant à Bobo-Dioulasso pour magnifier et cultiver les valeurs de patriotisme, d'honneur, d'intégrité et de civisme indispensables pour la vie sociale. Nous vivons une très belle soirée. Une soirée qui nous rappelle les valeurs qui nous sont chères en tant que Burkinabés, en tant qu'Africains. La commune et ma modeste personne ont été honorées à travers cette invitation. Donc pour moi, c'était important d'apporter le salut fraternel des populations de la commune de Dori et aussi de m'associer à cette promotion de ces valeurs, les valeurs de cohésion, ces valeurs de fraternité. Je l'apprécie grandement parce que j'ai passé une excellente soirée. Une soirée de cohésion, une soirée d'intégration. Et je me suis senti comme chez moi. Initiée par la commune de Bobo-Dioulasso à travers la semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale SICO, cette nuit de l'intégration des communautés vise à reconstruire les valeurs de tradition et d'honneur qu'incarnait le Bobolais et cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale avec les différentes communautés vivant à Bobo-Dioulasso. L'intégration, parce que vous savez que la ville de Bobo-Dioulasso, le Burkina même en entier, c'est une ville arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'elle a été d'abord fondée par plusieurs communautés, et en tout cas, avant même les indépendances, vous allez trouver beaucoup de communautés ici qui vivent ensemble, qui ont fondé cette ville. Quand vous prenez des quartiers, les plus vieux quartiers, sont des communautés étrangères qui les peuplent. Et la cohésion sociale entre communautés est mise en mal par plusieurs facteurs que nous regrettons. Alors nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour essayer de rappeler ces valeurs qui ont fondé cette ville et rappeler à toutes les communautés qu'elles sont chez eux dans la commune de Bobo-Dioulasso et que la commune se rappelle, et rappeler aussi à ceux qui se disent autochtones qu'ils vivent avec des gens, ils doivent vivre en cohésion. Nous, en tant que parrains, nous lançons un appel à la population, les Bobolaises et les Bobolais, à se mobiliser, à renforcer les vivre ensemble et à bâtir avec la commune, notamment avec le maire, leur ville, qui est la ville de Sia, et partant à bâtir donc le Burkina Faso. La nuit de l'intégration a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, économiques et administratives de Bobo-Dioulasso. Des autorités qui ont mis leurs différends de côté pour communier dans la joie et la cohésion sociale avec les communautés vivant à Bobo-Dioulasso. Des communautés qui ont égayé le public sorti nombreux pour l'occasion à travers des prestations de danse tirées de leur terroir. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 13h, vous retrouverez Roméo Koïta pour l'édition de la mi-journée. Puis le soir à 19h30, vous aurez rendez-vous avec la charmante et talentueuse Caroline Yoda. Moi, je vous retrouverai du côté de l'hôtel Silmandé en direct pour la présentation du livre de Lionel Bilgo. Rendez-vous donc demain, ce sera à 20h30. Au revoir.